Merci d'être avec nous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Nous allons accueillir quelqu'un d'abord que vous connaissez, de par son parcours de vie, de par son histoire, de par évidemment son histoire familiale, bien entendu, et notamment ses livres. 2 livres en l'occurrence, et le petit dernier qui vient de sortir, qui est un témoignage, et je vais vous dire, je pèse mes mots, j'ai rarement été bouleversé à ce point. Les 3/4 de la première partie de ce livre parle d'un accompagnement et je trouve que vraiment les mots sont choisis, les mots sont pesés et c'est vraiment passionnant d'écouter Nathalie Marquet-Pernot qui est notre invitée. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ravi de t'accueillir ici, quel bonheur. Merci, merci. Merci infiniment. Voilà le fameux livre dont je parle. C'est ici un signe de toi avec une jolie photo de Nico Saliegas. Exactement. Que Il m'a fait un plaisir de m'offrir cette photo en plus. C'est vraiment un livre poignant. Oui, c'est ce qu'on m'a dit et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont pleuré, mais je dis mais j'ai pas fait ce livre pour pleurer. Donc les 3/4 du livre, la 3/4 de la première partie en fait du livre, c'est l'accompagnement avec Jean-Pierre Pernot. Oui, ce qui est normal parce que je voulais expliquer tout ce qui s'est passé. Pourquoi l'expliquer? Déjà par rapport à son public qui était si proche, son public qui est toujours présent pour moi, qui me donne tout son amour, qui m'ont beaucoup aidé aussi pour mon deuil. Et Jean-Pierre a toujours été franc envers son public et donc je pense que c'était normal que je leur dise tout parce que moi je suis toujours quelqu'un qui est sans tabou de toute façon, donc on aime ou on n'aime pas mais c'est comme ça. Il n'y a pas de filtre. Hein. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien à cacher, c'est vrai. Voilà, on est tous des êtres humains, on est tous égaux pour moi et donc voilà, c'était important et puis rétablir aussi la vérité par rapport à ce qui s'est réellement passé sur la mort de Jean-Pierre qui était important. Parce que quand je regarde encore sur Internet, on me dit qu'il est mort du cancer et c'est faux, il n'est pas mort du cancer. Ouais, ça aussi c'est incroyable parce que dans l'accompagnement, d'ailleurs, on vous dit, on te dit, parce que voilà, on se tutoie, mais on te dit de bien préciser qu'il est mort. Qu'il est mort d'un cancer. D'un cancer. Au moment où son cœur s'est arrêté, il y avait juste un comptoir à l'extérieur de sa chambre et tout, et il fallait que je sorte vite pour ouvrir une fenêtre parce que je voulais que son âme sorte le plus vite possible. Et là, il dit surtout, vous dites bien qu'il est mort du cancer. Et puis là, j'avais autre chose à penser. Évidemment. Je venais de perdre mon mari, il y avait mes enfants, il fallait que je les protège, les 2 premiers enfants de Jean-Pierre aussi. Donc j'ai dit, bon, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, c'est mon homme, je vais m'occuper de mon homme. Même s'il est parti, c'est que son enveloppe qui était là et j'avais besoin de m'occuper de son âme pour l'aider. Et donc oui, c'était important parce que Jean-Pierre, il était l'emblème justement, malheureusement, par rapport déjà à son cancer de la prostate, où il a aidé énormément de gens aussi à s'en sortir parce qu'il a osé en parler. Il a osé en parler parce que c'est très compliqué. Dire aussi les suites après le cancer de la prostate, c'est-à-dire pendant une période, il n'y a pas d'érection, mais c'est normal, ça viendra plus tard, mais il faut du temps. Que on doit porter des couches culottes aussi. Donc moi, j'étais très fière de lui d'en parler librement. Enfin, je l'ai beaucoup aidé au début parce que c'était pas tout de suite sa devise, mais comme à l'époque j'avais déjà écrit un livre, Le cancer en face, et que mon éditeur il me disait mais c'est pas un bon titre, et il me dit ça va pas faire vendre, mettre le cancer comme ça sur le livre, ça fait peur. Je dis mais c'est pas grave parce que c'est ce que j'ai envie de dire, c'est pas pour vendre, c'est pour aider les gens, que le mot cancer ne doit pas être tabou. Donc Jean-Pierre, je me suis toujours battue avec lui que le cancer ne doit pas être tabou. Quand moi j'ai eu mon cancer, j'ai dit directement, dès notre premier restaurant à tous les 2, je lui ai expliqué que j'avais une leucémie pour pas qu'il ait peur et que voilà, que je m'en suis bien sortie et que ça doit pas faire peur le mot cancer. Parce que l'amour que vous aviez, l'amour que vous avez, en tout cas, il va bien au-dessus d'une annonce d'un cancer, d'une leucémie ou de choses comme ça. Je suis sûr qu'à l'époque, il a dû accueillir le truc en se disant « je m'en fous ». Au début, tout de suite, il m'a fait confiance. Il m'a regardé, je dis, tu sais, la prostate, on s'en sort. Et j'ai dit, heureusement que j'étais toujours derrière tes fesses, parce que, si je peux dire, parce que j'étais toujours derrière lui pour faire les examens. Parce que lui, comme il travaillait énormément, il ne pensait pas. Donc je râlais, je dis, voilà, tu es obligé, j'ai pris ton rendez-vous, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc déjà, il était pris à temps. Donc c'est déjà bien. Et justement, je lui dis, moi j'ai une leucémie, qui était une leucémie foudroyante, on ne me donnait pas 1 mois à vivre et je suis là. Je me suis battue, j'étais contre les médecins aussi, j'ai pas fait de greffe de moi, j'ai pas été dans le protocole qu'il fallait faire pour une leucémie. Tout le monde m'a dit que j'étais folle, j'avais droit au suicide. Voilà, Jean-Pierre, j'ai dit donc avec la force de caractère, crois-moi que tu vas t'en sortir. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai pris les mains, j'ai dit tu me fais confiance et il m'a dit oui, t'inquiète pas, je te fais confiance. Donc j'ai dit maintenant tu vas en parler
pour aider les autres, et aussi pour pas que les paparazzis commencent à dire, à le mettre déjà à la morgue, quoi, parce qu'ils racontent toujours des histoires Est-ce que tu as une explication de cette fameuse phrase, on ouvre la parenthèse et on la referme très vite, du pourquoi est-ce qu'on te dit, dites bien qu'il est parti d'un cancer? Que lui, pardon, excuse-moi. On te dit à l'hôpital, dites bien Oui. qu'il est parti d'un cancer. Oui. Pourquoi on insiste sur ça? C'est ça, justement, moi je me pose la question parce que pendant au moins 2-3 semaines avec les médecins, je lui disais, vous savez, vous pensez pas, parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'il avait. Parce que je reprécise que à ce moment-là, quand il était à l'hôpital, au mois de janvier, on avait fait un PET-scan et il n'y avait plus de traces de cancer de poumon. Donc il n'y avait plus de question de maladie de cancer des poumons. Ça ne veut pas dire, et j'en suis consciente parce que je connais bien les cancers, ça ne veut pas dire que dans 9 mois, il n'allait pas rechuter. Ça, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il était guéri du cancer des poumons. Et donc il a fait cette 3e dose de vaccin parce qu'il voulait absolument partir en vacances. Et moi, je ne voulais absolument pas qu'il la fasse. Et il me dit, mais moi, j'ai confiance en la médecine, j'ai fait les 2 premiers vaccins, ça m'allait très très bien, je ne vois pas pourquoi j'aurais des problèmes avec le 3e. Je dis, oui Jean-Pierre, sauf que là, tu prends des anticoagulants, parce qu'il avait des stènes au cœur, et j'ai dit de plus, tu fais de la radiothérapie. Et on n'a pas de recul là-dessus. Donc j'ai dit, je ne veux pas, et je t'interdis de faire ce vaccin. Tu le feras plus tard, si tu vas mieux et que tout rentre en ordre, il n'y a pas de problème. Et il l'a fait à mon insu avec mon père. Et d'ailleurs, mon père, le même jour, il s'est fait vacciner. C'est quand même dingue parce qu'il a eu un zona. Mon père qui n'a jamais eu quoi que ce soit. Il a eu un zona et il vient de s'en sortir que maintenant. Et Jean-Pierre, après sa 3e dose, même pas 8 jours après, au moment du Nouvel An en vacances, il m'a fait, qu'on ne savait pas encore, mais il avait déjà fait un premier mini AVC. Donc le 31 décembre 2021. À 22h30, il dit, écoute, je suis pas bien, il faut que j'aille me coucher, je vois trouble, j'ai mal à la tête, je suis pas bien, je suis pas bien. Je dis, bah, écoute, moi je vais t'accompagner, on va laisser les enfants avec nos autres amis, puis ils vont s'amuser entre eux. Il est hors de question que je le laisse tout seul et que j'aille faire la fête pendant qu'il aille mal à la tête. Et le lendemain, on devait prendre l'avion, donc ça m'inquiétait un peu, mais il se sentait un tout petit peu mieux, vaseux, mais un petit peu mieux quand même. Donc ça me rassurait déjà de prendre le vol, parce qu'on était parti loin, on avait 10 heures de vol, donc ça me faisait un peu peur. Et puis on rentrait à la maison, ça allait à peu près. Et puis, ma fille qui veut prendre un appartement sur Paris, donc Jean-Pierre avait toujours l'habitude de faire tous les papiers et tout ça, donc il faut remplir un dossier, et puis je le vois qu'il est sur l'ordinateur, et à ma grande surprise, je vais derrière lui, derrière le fauteuil, il est en train de taper sur l'ordi, et là je vois qu'il fait plein de fautes d'orthographe. Jean-Pierre Pernaut, faire des fautes d'orthographe, ça n'existe pas. Et par contre, moi, oui, j'en fais plein, donc moi, où je peux voir qu'il fait des fautes d'orthographe. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. Je dis, mais Jean-Pierre, il y a un truc qui ne va pas là. Je dis, mais regarde, là, t'oublies un S, là, t'oublies un P, appartement, il y a un T. Enfin, il me dit, ouais. Et puis je le vois que d'un coup, il va doucement pour taper sur les touches. Je fais, mais ça va pas. Il me fait, si. Non, je dis, ça va pas. J'ai dit, je vais appeler l'ambulance. Non, n'appelle pas. Je vais l'appeler l'ambulance. J'ai appelé l'ambulance, ils l'ont emmené. Et là, aux urgences, ils ont vu qu'il y avait un problème de coagulation, une fuite un problème de sang qui coulait quelque part et on ne savait pas d'où ça venait. Donc, il était à l'hôpital, ils ont fait des recherches, ils n'arrivaient pas à trouver. En tout cas, tu as cette suspicion. Tu le dis dans le livre. Oui. Il y a un point d'interrogation, tu te poses la question quand même. Un très gros point d'interrogation, je ne vais pas me mentir. Je ne suis pas contre ce vaccin. Moi, j'ai fait mes 3 vaccins. Mes enfants ont fait leurs 3 vaccins, malgré qu'ils sont jeunes. Voilà, mais je pense qu'on n'a pas de recul sur la radiothérapie. Et je trouve ça aberrant qu'on oblige les gens, quand ils sont malades, à ne pas prendre leur choix. Parce que les médecins ils disent non, vous avez un cancer, il faut mieux faire faut faire la 3e dose. Ben non, il faut attendre. Parce que le cancer, je pense que c'est plus violent que le Covid. Donc pourquoi encore se rajouter cette merde en piqûre que voilà. Alors je disais, tu as partagé 20 ans de la vie de Jean-Pierre. Et il dit un truc incroyable, tu le dis dans le livre d'ailleurs, c'est que quand tu parles de la mort, même parfois en souriant, lui qui était fan absolu de Johnny et qui a couvert la cérémonie d'enterrement de Johnny pendant près de 7 heures d'affilée, je crois. Tu lui dis, tu auras sans doute le même hommage le jour de ta mort. Et il se marre et il dit, lui, une des figures emblématiques des Français, que les Français adorent, il dit, non, les Français, le jour de ma mort, m'auront déjà oublié. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable parce que quand il est rentré à la maison, il était complètement fracassé parce que c'était une grosse angoisse pour lui, parce que c'était difficile de tenir cette antenne par rapport à Johnny qui l'aimait tant.
Et moi, en regardant l'émission, je dis, mon Dieu, tout l'engouement qu'il y a derrière, je dis, c'est pour ça, dès qu'il est rentré, je dis, waouh, je préfère mourir avant toi parce que là, je vais bien être, entre guillemets, entrée dans la merde si tu pars parce que comment je vais faire, quoi? Parce que, bon, bien sûr, tu t'appelles pas Johnny Hallyday, tu n'as pas. Oui, t'es pas une T'es rockstar. pas une rockstar comme Mais Johnny. c'est une rockstar de l'info. Voilà, il y aura moins de monde, sûrement, Oui. chérie, mais il va y avoir du monde. Comment tu veux que je gère ça? Mais non, mais t'inquiète pas, ils m'auront tous oublié. Eh ben non. Non, ils n'ont pas tous oublié. Ouais. Même moi, quand il est perdu, j'étais perdue parce que moi, je voulais faire un petit enterrement intimiste parce que Jean-Pierre, voilà, entre famille et tout ça, ben, je n'ai pas pu. Ouais, C'était pas possible. C'est impossible, évidemment. Mais pour moi, dans ma tête, c'était ça. J'étais partie là-dessus. TF1 m'ont appelé, ils m'ont dit, ben non, mais c'est pas possible. Faudrait. Je dis, mais moi, je me vois pas faire. Je vois pas. Je comprends pas tout ce que vous me dites. Là, je suis un peu perdue. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous aider, on va vous prendre en charge. Je dis, oui, mais je suis pas certaine. Mais si, c'est obligé pour nous, pour le public. Je dis, ben oui, vous avez raison. C'était obligatoire. Mais c'est vrai que même moi, même si c'était Jean-Pierre Pernaut, c'était mon mari avant tout. C'était pas la star de l'info. Il était à moi et j'avais l'impression qu'on me le volait. Et en fin de compte, je pense qu'il aurait été fier après là-haut. De voir, il devait bien se marrer là-haut. Je suis certaine qu'il devait bien se marrer, dire waouh, les présidents qui sont là, ah bah tiens, il y a mon pote Nikos, il y a mon pote, voilà, il n'y aurait jamais pensé. Alors, ce qui est assez bluffant dans l'ouvrage, c'est que tu parles d'un instant où tu dis précisément que tu sais qu'il n'aura pas 72 ans. Ouais. Tu as ce rêve prémonitoire, ce ressenti qui te dit qu'effectivement, il n'aura pas 72 ans, il n'arrivera pas à l'âge de 72 ans. La question que je posais, j'en parlais en antenne tout à l'heure, comment on vit avec ça? C'est très difficile. Sans avoir à lui dire. Oui, surtout pas. Évidemment. Surtout pas, parce que je veux qu'il profite de la vie. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il arrête le 13h, parce que je voyais que l'âge approchait. Donc, parce qu'il y a énormément de public qui m'en voulait, parce que je l'ai poussé à arrêter le 13h, parce qu'il ne voulait pas. Et c'est violent, c'est compliqué. Et en même temps, on se dit, faut que j'enlève ce truc de ma tête parce que je vais vraiment le produire et j'ai pas envie de le produire. On se pose plein de questions. Évidemment. Après, je me dis, mais non, mais je suis tellement protégée par mes anges. Pourquoi on va me l'enlever? Ce serait injuste parce qu'il est gentil, il aide les gens. C'est un amour. Pourquoi? C'est pas possible. Ouais. Donc, j'essayais de vivre avec ça. J'essayais en me disant que c'était faux, que c'était pas possible. Puis plus on s'approchait, là j'avais besoin de me confier, donc je me confiais beaucoup à Karine Le Marchand et à ma meilleure amie Muriel Belgy, à ma sœur aussi, qui d'ailleurs a beaucoup de ressenti, aussi Myriam. Voilà, c'est dur. Comment elles accueillent ça? Tu leur dis clairement que tu ne vois pas Jean-Pierre aller jusqu'à 72 ans? Oui. Après, Karine, elle me dit, mais tu sais, faut pas que tu vois ça, faut que tu vives, faut arrêter de penser à ça. Je dis, je veux bien, mais c'est ancré en moi et ça me fait très peur. Elle dit, de toute façon, tu ne pourras pas changer quoi que ce soit. Je sais bien, parce que pour moi, la mort, elle est, quand tu dois mourir le 12, tu meurs le 12, tu ne meurs pas le 13. Tout est tracé, donc tu ne peux rien faire. Donc voilà, elle essayait de me consoler comme elle pouvait. Comme Karine Le Marchand est quelqu'un extraordinaire, marrante, rigolote. Oui, toujours pétillante. Elle est pétillante, je l'adore. C'est une fille vraiment qui est dans mon cœur. Et d'ailleurs, je lui disais, c'est mon féminin, c'est le féminin de Jean-Pierre, très proche des gens. Et Jean-Pierre l'apprécie énormément, enfin tous les deux. C'est pour ça que son émission marche si bien. Oui, exactement. Et alors en fait, dans ta prémonition, tu vois Jean-Pierre dans un accident de voiture. Oui, ça c'était après, oui. Avec ses fils. Juste avec Tom. Juste avec Tom. Oui. Qui s'en sortent. Oui. Sauf que Jean-Pierre, il est recouvert de suie. Ouais, ça c'est terrible. Alors c'était dans la nuit du samedi à dimanche et ils étaient partis faire des courses de voiture avec l'autre grand frère, avec Olivier Pernaut. Et je fais un rêve violent et je me dis, mon Dieu, je vois un camion qui leur rentre dedans, dans la voiture. Jean-Pierre est au volant, il y a Tom, mon fils à moi, qui est unique d'ailleurs, j'en ai qu'un, mais Olivier était reparti autrement. Donc ils montent dans la voiture et je vois un accident de voiture, donc violemment percuté par un camion. Et là, d'un seul coup, je les vois sortir indemnes tous les deux, sauf que Jean-Pierre, mais rempli de la tête aux pieds. Mon fils, je ne le voyais pas, mais Jean-Pierre de la suie. Et là, je me réveille et mon cœur à 1000 km/h en sueur. Donc là, quand c'est des rêves comme ça, enfin, c'est des cauchemars. Pour moi, on dit des rêves, c'est un peu bizarre parce que c'est plutôt cauchemar. Et je prends une douche. Et je dis, calme-toi, et rendors-toi. Donc j'ai du mal à me rendormir, mais je me rendors. Et le lendemain matin,
vers 11 heures, j'appelle Jean-Pierre, je fais mais t'as déjà pris la route et tout. Il me fait non, j'ai regardé Olivier qui faisait une autre course, je prends la route après. Alors je dis surtout fais attention. Il me dit pourquoi t'as vu quelque chose? Je fais non, non, tu fais attention, tu roules doucement, tu fais attention. Parce que je ne vais pas le paniquer le pauvre. Bien sûr, bien sûr. Sinon il va freiner, enfin je veux dire voilà, bien sûr. je ne vais pas le paniquer. Et puis donc il rentre à la maison, donc je fais ouf, il est à la maison, très très bien. Sauf que je savais qu'il devait aller voir pour des résultats par rapport à ses poumons. Parce que justement on avait un doute parce qu'il avait une mauvaise toux. Et Jean-Pierre, donc, il va pour ses examens, donc c'était le lundi. Et là, il m'appelle et il me dit, bon, ben, c'est pas terrible. J'ai dit, comment ça, c'est pas terrible? Il fait, ben, je rentre à la maison et voilà, je t'explique. Et au début, ce qui était surprenant, c'est qu'il me disait que c'était une cochonnerie. Il n'osait pas dire le mot cancer. Et là, je le regarde, je fais, mais il débloque complètement. Parce que on n'a pas l'habitude de se mentir. Enfin, c'est pas mentir. Je peux comprendre sa réaction parce que c'est violent. C'est une manière de me protéger, de ne pas dire mais les choses. Mais il n'a pas besoin de me protéger. Pas, je sais bien. Il sait qu'il n'a pas besoin de me protéger. Et donc, il avait peur de dire le mot. Donc, déjà, j'ai dû lui expliquer qu'il fallait dire le mot. J'ai dit, Jean-Pierre, c'est pas une cochonnerie. Cette cochonnerie, comme ce que tu appelles, là, c'est un cancer. Ouais, enfin, c'est une... Je dis, non, c'est un cancer. Et je dis, là, c'est le cancer des poumons. OK, c'est pas le même cancer. C'est un cancer plus difficile à vaincre. Et par rapport à la prostate, ça, c'est évident. Mais regarde, moi, je fais toujours par rapport à ma leucémie, où on ne me donnait pas un mois à vivre. Et je dis, bah, tu sais, il y en a plein qui ont le cancer des poumons et qui sont sortis. Donc j'ai dit, ça va être pareil pour toi. Là, il me regarde, moyen quoi. Et là, pareil, je prends les bras, je le regarde dans les yeux, je dis, je te promets, je te jure que tu ne mourras pas d'un cancer. Fais-moi confiance, comme la prostate, j'ai eu raison, mon cancer à moi, j'ai eu raison, ton cancer du cancer, j'ai raison. Alors tu vas me faire confiance, déjà tu vas dire que c'est un cancer et on va se battre, tu vas avoir le sourire, parce que si tu pars comme tu pars là, tu vas partir, je ne vais pas te mentir. Moi j'étais franche avec lui, voilà, avec moi il avait l'habitude. Même parfois, on pourrait penser rude. Oui, mais au moins ça le faisait réagir et comme ça il voyait que je ne lui mentais pas. Oui. En lui disant des trucs violents, il me dit bah, ma femme elle ne me ment pas, elle ose me dire les choses. Et il me dit bon ok d'accord, tu as raison. Et là waouh, il était transformé. Et donc je dis bah pareil, on va en parler. On va en parler dès qu'on peut. On va faire avant l'opération parce que je n'ai pas envie d'avoir les paparazzis derrière. Ouais. Et dès qu'on aura fait l'opération, à ce moment-là, on en parlera. Et voilà, donc il a été l'emblème pour tous les gens qui ont le cancer des poumons. Et c'est pour ça, parce que le nombre de gens qui avaient cette maladie, comme Jean-Pierre, faisaient les mêmes étapes que Jean-Pierre, certains. Et ils le voyaient tout le temps avec le sourire, ben voilà, j'ai fait ça, mais bon, je me sens mieux, je suis bien et tout. Et les gens étaient heureux de le voir comme ça, enfin, les gens qui étaient malades, parce qu'ils disent, ben, moi aussi, je veux être comme Jean-Pierre, je veux m'en sortir, c'est génial, il a le sourire, je vois qu'il a la forme, c'est top. Et sauf qu'après, on dit qu'il est mort du cancer, du poumon. Ben non, je suis désolée, je peux pas laisser dire ça, je ne peux pas. Donc, parce que Jean-Pierre n'aurait pas été heureux d'entendre ça. Et déjà, même lui, il se dit, mais on en rigolait. Enfin, moi, je rigolais avec lui, mais je rigolais jaune. Mais avec lui, je dis, c'est quand même dingue. On va pas savoir que si jamais tu meurs à l'hôpital, chérie, on ne saura même pas de quoi tu vas mourir parce que tu n'as plus de cancer et on n'arrive pas à trouver ce que tu as. Mais peut-être que moi, je saurais, mais toi, tu ne sauras pas. C'est quand même idiot. Et tu vois, j'essayais toujours. Il me fait, ouais, il me fait quand même. Après, il me disait, on est quand même dans la merde, là. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il fait, bah. Et ça me fait chier. C'est les mots qui disent, ouais, pardon. Bien sûr, non, bien sûr. Mais bon, c'est normal, à ce moment-là, qu'il avait les boules. Il me dit, ça me fait chier. Parce que je ne comprends pas ce que j'ai, personne ne comprend, et les médecins ne comprennent pas, et personne arrive à dire ce que j'ai réellement. On fait des examens, et chaque fois on me dit j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ah mais il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Donc il n'en pouvait plus, il en avait marre. Et c'est difficile après de se battre sans savoir contre quoi tu dois te battre. Tu vois, quand on a un cancer, et on dit bah, tu dois te battre contre le cancer des poumons pour que tu t'en sortes, on arrive... On sait. Il y a 80% des gens qui s'en sortent, on sait, on a un but, on sait. Mais quand on ne sait pas, physiquement et moralement, croyez-moi que c'est compliqué et c'est dur. Parce que tous les jours, on en apprenait et on en prenait, et je voyais Jean-Pierre qui encaissait. Je me dis jusqu'à quand il va encaisser, jusqu'à quand il va se battre. Et ça, c'est dur, ça, c'est compliqué. Est-ce que tu es médium? Non. Beaucoup de gens pensent que je suis médium, mais pas du tout. C'est de la clairaudience? Non. Moi, je ressens des choses, pour moi. Je ressens ce qui est négatif ou positif. Je ressens si une personne est bien pour moi.
Je fais des rêves prémonitoires, ça c'est oui, avec des dates sur la mort de mon beau-frère, donc le frère de Jean-Pierre, sur la date de la mort de mon jardinier, dans je dis toujours rêves, mes cauchemars, des accidents qui sont arrivés à mes enfants. Oui, enfin ça c'était un don qu'on m'envoie de là-haut. Je sais, il y a plein de choses que je sais en moi qu'on m'a pas apprises, sur les signes, sur tout ça, on m'a pas appris, mais je le sais. Et ma sœur, elle a aussi un truc, donc ça doit être de famille, parce qu'elle entend des voix, par exemple. Elle est encore plus forte que moi. Elle entend des voix, de ce qui se passe et tout. Et toutes les deux, on se complète très, très bien. Bien sûr. J'arrive à sentir si ma maison, elle n'est pas bien en ce moment. Et d'ailleurs, moi, je le ressens direct, parce que tu as beaucoup d'idées noires, même pour aller très, très loin. Donc là, tu te dis, aïe, 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 il faut faire un nettoyage de ta maison. Et c'est ultra important. Et d'ailleurs, quand mes amis ont lu les choses que je parle dessus sur mon livre, on va y revenir, bien sûr. Ils m'ont dit, écoute, ça m'embête de te demander ça, est-ce que tu pourrais venir purifier ma maison parce qu'il y a ça, 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 ça. Et je fais oui, puis moi je sens qu'il y a ça. Il me dit, mais tu as tout à fait raison. Et je ne sais pas pourquoi, mais je dis, et il me dit, est-ce que tu peux venir? Donc j'ai été chez lui, il y avait ses 2 enfants et sa femme, et j'ai tout nettoyé sa maison. Lui, ça fait des années qu'il ne dormait plus, c'est-à-dire il dort 2 heures éveillé, il ne dort pas. Et là, il me renvoie un message le lendemain matin. Il me dit, mais Nathalie, c'est incroyable. J'ai dormi toute la nuit. Comme un bébé. Et je dis, bah écoute, tant mieux, c'est que ça agit bien. Et le lendemain, il me rappelle, il me fait, écoute, ça m'est jamais arrivé. Je suis en retard au travail parce que j'ai même pas entendu le réveil sonner. Enfin, tu vois, il y a tous des trucs. Donc, non, mais je peux pas te dire. Après, je sais pas. Je sens les choses. Je sens des choses. Ouais. Mais lire dans un tarot ou non, c'est pour ça que je vais voir que des fois je pose des questions à mes amis, surtout à mon amie vraiment de cœur et qui est exceptionnelle, c'est ma Céline Franoux. Elle est vraiment quand les gens ont des doutes, elles racontent des bêtises, je dis attendez, moi par exemple Céline, j'ai été à une conférence avec elle, une salle de 500 places, 500 personnes. Elle arrive à dire les noms, elle se dirige vers la personne, moi elle vient vers moi. Elle me parle de Jean-Pierre que personne ne savait. Et aussi, toutes les deux ensemble, sans être autour de plein de gens, où elle me sort des choses que personne ne savait. Elle est fantastique et nous, on a la chance de la produire. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ABC. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Bien sûr, c'est nous qui produisons Céline Franoux. Heureusement que j'ai dit des bonnes choses sur elle. Oui, absolument. Et Céline, c'est vrai que c'est un festival quand on la voit avec le fameux papillon. Ouais. Tu vas nous parler de l'anecdote et de tous ces signes que tu as, évidemment, depuis le départ de Jean-Pierre. Mais juste un mot sur Céline Franoux, c'est un festival. Effectivement, elle rentre dans la salle, elle va directement voir quelqu'un en lui disant « Sophie, comment ça va ?» Oui, mais c'est ça. Ça, je n'ai jamais vu. Incroyable. Je n'ai jamais vu. Incroyable. Parce que j'en ai vu pas mal de gens. Mais il me disait « Bon, il y a quelqu'un qui a eu une tête coupée. C'est chez qui ?» Elle dit « Ben voilà, même sur le chien. » Oui, bien sûr. Je ne sais plus comment il s'appelait le chien. Donc elle avance. J'ai une bêtise sur le nom du chien. Alors il y a Fripouille. Donc les gens rigolent. Alors, en plus... Elle est extraordinaire parce qu'elle arrive à faire rire les gens. Bien sûr. Et les gens qui auraient peur de venir la voir, n'ayez pas peur parce que c'est que de la bienveillance, que des bonnes choses et plein de choses vont être réglées grâce à ça. Est-ce que tu as solutionné ton problème de terrasse et de fuite sur la terrasse? Oui, oui, parce qu'elle me l'a dit. En conférence, elle dit que Jean-Pierre te dit, rassure-toi. Ouais. Les problèmes de terrasse et d'inondation, ça va se régler. Ça va se régler, exactement. Ouais. Et en plus, oui, je suis tombée sur un mec qui m'a mal fait les travaux. Super. Voilà. Donc, j'ai voulu porter plainte contre lui, mais il a dit qu'il n'est jamais venu chez moi. Ok, après, bon, j'ai laissé tomber. Et j'ai dû faire venir des gens extraordinaires du Sud pour venir réparer ma terrasse parce que personne ne voulait refaire des travaux sur des travaux qui étaient mal faits. Et j'avais de l'eau dans la cuisine, quoi. C'était l'horreur. Et au moment où elle m'a dit ça, c'est vrai que j'ai pensé à cette solution-là. Et 2 semaines après de ce qu'elle m'a dit, et ça faisait presque 1 an que j'avais un problème de terrasse, 2 semaines après, c'était réglé. Et maintenant, j'ai plus d'eau chez moi. C'est génial. Non mais Céline, elle est extraordinaire. Un petit mot sur le papillon qu'on voit sur la photo. Ah, ça, c'était énorme parce que c'était à nos débuts avec Céline, parce que je l'avais eu sur Insta. Et j'ai dit, j'aimerais bien... je ne la connaissais pas du tout, hein, je l'avais entendue nulle part. Et j'ai dit, j'aimerais bien avoir une communication avec toi. Et elle a été adorable parce qu'elle a un planning hyper chargé que je ne savais même pas. Et elle m'avait trouvé une petite place.
Et puis, donc, on discute, elle me parle de plein de choses. Et elle me dit, d'ailleurs, tu vas avoir un signe de Jean-Pierre très, très vite, là, dans les instants qui vont suivre, peut-être même quand j'aurai raccroché et tout. Je dis, ah bon, mais quel signe? Elle me dit, bah, ça va être un papillon. Voilà, je dis, il faisait froid dehors, pluie, c'était en octobre, je crois. Enfin, Ouais. un papillon à cette période-là, c'est pas possible. Alors, comme je la connaissais pas encore très, très bien, je dis, bon, bah, écoute, d'accord, bah, ça serait sympa et tout, s'il y a ce papillon. Et puis, bon, elle me dit plein d'autres choses, puis on raccroche. Et j'étais avec ma meilleure amie aussi. Elle était elle tapait sur l'ordinateur parce qu'elle commençait à travailler sur autre chose. Puis moi, j'étais restée à côté d'elle comme ça. Et puis je regarde sur l'ordinateur. Puis l'ordinateur se met il était en panne. En On panne. n'arrivait plus. Avec moi, on fait, bah, mince, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis là, je sais pas, je regarde par la fenêtre. Et là, parce que j'étais sur l'ordinateur, l'ordinateur est en panne. Là, je regarde par la fenêtre. Je vois un papillon, il passe. Et je dis, mais Muriel, il y a le papillon qui est passé. Elle me dit, mais non, tu fais habile. Je te dis que j'ai vu un papillon. Donc je fonce sur la fenêtre. Je dis, regarde, et il repasse comme ça. Je dis, oh, je suis sûre qu'il va descendre dans la chambre et tout. Parce que ma meilleure amie habite au tout dernier étage, parce que j'ai un appartement, donc elle habite en haut, et moi j'habite dans ma maison juste en dessous. Et là, j'ai dit, Muriel, viens vite avec moi, vite, je vais descendre, je vais aller dans ma chambre et tout. Je sors de la chambre, j'ouvre la fenêtre, le papillon me frôle le visage, un truc de dingue. Le papillon, il continue, il fait tout le long de la terrasse, sur la chambre de ma fille, sur la chambre de mon fils. Et je fais, mais arrête Jean-Pierre, parce que moi tout de suite je fais, Jean-Pierre, je peux pas te filmer, je voudrais te faire une photo, tu vas trop vite, trop vite. Et au moment où je dis ça, il se pose sur le bord là il y a ma fenêtre juste après, donc c'est sur le mur, il se pose à ce moment-là, et là je prends la photo et je prends une vidéo. Je dis, c'est bon, maintenant Jean-Pierre, merci pour le signe, je t'embrasse, je t'aime. Et il est reparti. Au moment où j'ai fini ma phrase aussi, il est reparti. Après, on va me dire que je suis folle, je suis désolée. Il y a des gens qui... Non, mais qui dit ça? Ah oui, mais il y en a des fois qui sont contre. Après, j'ai rien contre eux. Je tu peux n'as rien à prouver non plus. Mais et puis je m'en fous. Et puis tu t'en fous, et tu as bien raison. Je m'en fous parce que ce n'est pas parce que je suis en deuil, parce que je n'arrive pas à m'en sortir. On me dit laisse Jean-Pierre tranquille. Bah non, c'est lui qui vient aussi à moi, c'est lui qui est heureux. Parce que je sais que sa plus grande peur pour lui de partir, c'était pas de partir, mais c'était de me laisser sur terre tout seul. Et il n'avait pas envie. Et donc, il a envie de montrer qu'il est encore là pour m'aider. Et ben, j'accepte son aide et non, c'est beau, c'est de l'amour. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, mais quand on est effectivement dans cette fragilité-là, dans cette souffrance-là, parce que le départ de quelqu'un c'est toujours difficile, on voit des signes partout? Ben non, moi je vois pas des signes partout, non. Du tout. Parce que pourtant, t'en as beaucoup, hein? Oui, ah ben, il y en a énormément. Mais c'est au moment, parce que par exemple des plumes, vous pouvez en trouver. Alors ça y est, je vais me balader, je vois une plume par terre. Ah, c'est Jean-Pierre. Non, pas du tout, pas du tout. Tout d'abord, j'ai eu un questionnement avec Jean-Pierre. Je le pense très fort déjà dans ma tête. Après, je lui pose une question. Et là, une fois que j'ai posé la question, 10 minutes après, j'ai la plume. Donc, et puis c'est des endroits improbables. Improbable, ouais. Là, je ne sais plus si ce truc-là, je ne l'ai pas marqué dans mon livre, celui-là. Non, mais j'en ai eu un autre. C'était cet été. Je prends ma voiture, mais j'ai les photos. J'ai les photos dans mon portable. Et il y a une toute petite plume, sur mon pare-brise. Mais d'où elle vient? Parce qu'il n'y avait pas des arbres, machin. Je fais, comment ça se fait qu'elle est là? Bon, je dis, bah écoute, c'est mignon, Jean-Pierre, mais je ne t'avais pas posé de questions, mais c'est mignon, mais sans plus. Donc, je fais quand même en photo. Et le lendemain, à la même heure, je reprends la voiture, je vais aller à la plage, rebelote une autre petite plume au même endroit sur le pare-brise. Ça, je me dis, c'est nouveau un signe de Jean-Pierre. Voilà. Et je dis, ben, Jean-Pierre, c'est bon, tu me confirmes bien que c'est toi. J'ai compris. Et après, je n'ai pas eu d'autres petites plumes, mais au même endroit sur le pare-brise. Oui, ça fait beaucoup de synchronicité, on va dire, beaucoup de hasard. Mais beaucoup de hasard. Et puis les télés qui s'éteignent. Oui, bien sûr. Mais on va en parler quelques-uns. Donc, effectivement, alors, il y a cette date du 2 mars 2022, c'est la date du départ. Tu racontes dans ce livre tout l'accompagnement que tu as eu. Je me suis posé la question en lisant le livre, est-ce que vous avez parlé de l'après avec Jean-Pierre? Alors on en avait parlé pendant le Covid, parce que moi je faisais toujours à la rigolade. Alors je lui disais, tu sais Jean-Pierre, tu as 17 ans de plus que moi. Si à un moment tu me fais trop chier quand tu deviens vieux ou que tu es en chaise roulante, je te pousserai en chaise roulante et je te mettrai à la maison de repos et je viendrai te chercher quand tu es sage. Et puis au moins, si jamais tu pars avant moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a le cimetière juste à côté de la maison et je pourrais même aller te voir à pied, même si je suis vieille. Donc on déconnait beaucoup là-dessus. Et pendant le Covid, comme après on n'avait des fois pas grand-chose à faire, on voulait marcher, mais on n'avait pas trop le droit de marcher dehors très loin. Donc le cimetière était vraiment à côté. Donc avec Jean-Pierre, on se baladait et on est rentré dans ce cimetière parce que c'est un cimetière très très beau.
Et il n'y a pas des gros monuments, il est très sobre, avec l'aqueduc, du verre partout. Il est magnifique. Et je dis, waouh, moi j'adore ce cimetière, j'aimerais bien être enterrée là. Et je dis, et toi, t'aimerais Il me dit, ah oui, bah, c'est pas mal. Je dis, bah, en plus, chérie, comme je te disais, et chaque fois en déconnant, je dis, tu seras à côté de la maison, ça serait plus pratique. Mais bon, on sait jamais, je peux partir avant toi, donc si jamais je pars avant toi, tu me mettras dans ce cimetière-là, parce que tu auras intérêt de venir me voir tout le temps. Et je dis, mais t'as pas envie d'aller à Amiens, parce que toi et Amiens, c'est sa ville. C'est sa vie, c'est toute sa famille aussi qui est là-bas. J'ai ta cathédrale que tu aimais tant, ta mère, tu as eu l'enterrement enfin tous les gens qu'il aime, ils sont enterrés là-bas. Je dis après je peux comprendre si tu veux que j'aille à Amiens. Alors je dis mais par contre dans ton testament tu mettras bien l'essence pour le. Ça va me coûter du fric. Ça va me coûter du fric, voilà. Mais on déconnait, bien sûr, on riait. Bien sûr. Il me fait ah non j'ai pas de dépenses inutiles à faire. Il me disait. Et je dis oh, on est bien d'accord. Si jamais il t'arrive quelque chose, tu veux que je te mette là. Il me fait tout à fait. Il me fait de toute façon je suis morte, tu feras ce que tu veux. Mais je dis ben moi ça m'arrangerait que tu sois à côté de moi parce qu'aller à Amiens ça va être compliqué. Voilà. Il me dit ouais mais de toute façon t'auras pas le temps à perdre à venir tout le temps au cimetière. Et je dis, bah si, j'aurai le temps qu'il faudra, mais ce que je sais, c'est très très mauvais d'aller au cimetière trop souvent. Tu le dis dans le livre d'ailleurs, hein, qu'ils n'aiment pas. Tu dis, les détestent. défunts n'aiment pas, Détestent et ça. parfois ils se moquent même presque de nous. Bien sûr, parce qu'il dit, tu vas avoir un tas de cendres, un corps qui, voilà, c'était mon enveloppe, mais c'est parti en fumée, quoi, ça sert plus à rien. Mon âme, elle est là, je continue à vivre, c'est ridicule que tu... Mais on ne peut pas s'empêcher. Moi, je sais que chaque fois que j'arrive au cimetière, je dis, bon, je sais. Et je lui parle tout le temps, chaque fois. J'ai dit, tu vas m'attendre là parce que ça te gave. Mais je suis désolée, je vais nettoyer un peu ta tombe. Je vais, voilà, ce qui est normal pour que ça soit tout joli. Et puis, je te fais quand même une petite prière parce que de là où ton âme, tu vas m'entendre à l'entrée du cimetière, tu m'entendras. Donc, voilà, et après, tu vas rouspéter de là-haut, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il faut éviter d'y aller. Il y a une anecdote qui est assez bouleversante. Tu le racontes lors d'un salon du livre, où tu as une personne qui vient te voir, qui est médium, je crois, oui. et qui te dit j'ai un message de Jean-Pierre. Et le message, c'est Dixit Jean-Pierre, et merde, tu avais raison, il y a bien une vie après la mort. Comment tu accueilles ça? Ah ben là, j'ai eu un choc, j'ai vu que cette voyante, elle est exceptionnelle, parce qu'au début, quand je l'ai croisée, elle me dit, oh là, je sens la peine, là, ici, les poumons, tout est envahi, et elle commence à pleurer. Donc là, je me dis, pas besoin d'être voyante pour dire ça. Parce que moi, je suis quand même très terre à terre. Il faut me donner des preuves avant de dire qu'on est voyante. Il faut du concret. Hein. Ah là, ça c'est sûr. Et là, elle me dit la dernière phrase que je lui ai dit dans l'oreille à Jean-Pierre. Quand il est mort, au lieu de dire « je t'aime, mon amour, tu vas me manquer », je lui ai sorti cette phrase-là. Et j'ai dit « merde, tu vas dire que j'avais encore raison ». Et je lui ai dit ça à Jean-Pierre. Personne ne le savait. Ah oui. Personne ne le savait. Et quand elle m'a sorti cette phrase... Waouh, là ça m'a touchée, là c'est là, moi j'ai les larmes aux yeux. Et elle m'a répondu un rêve prémonitoire, hein, parce que c'était au salon de Bondu à Lille, et j'ai des très très bons amis à moi là-bas, et donc il me dit bah, viens dormir chez nous à la maison. Donc je passe la nuit chez eux, et je fais un rêve, je suis avec Jean-Pierre en voiture, et on descend dans le sud en vacances, et il est en train de conduire. Et je le regarde, je dis mais merde, je dis mais il ne sait pas qu'il est mort. Il est en train de rouler, mais il est mort, Jean-Pierre, je ne comprends pas. Je dis, mais si je lui annonce qu'il est mort, on va avoir un accident de voiture parce qu'il va d'un seul coup disparaître. Moi, j'ai besoin de vivre pour mes enfants. Comment je vais lui annoncer ça? Et je dis, mais comment je vais lui dire? Et je me réveille en sursaut. Et là, je me dis, je vais avoir une réponse, je ne sais pas de quoi, mais je vais avoir une réponse. Il y a quelque chose, il y a eu un message, mais je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, je sais que je vais avoir ma réponse. Donc je me réveille, je vais au petit déjeuner, je vois mes amis et je leur raconte ce qui m'est arrivé. Et toujours, j'ai des témoins qui peuvent confirmer ce qui se passe. Mais oui, c'est quand même impressionnant parce qu'elle peut dire, elle peut fabuler des histoires, machin. Et donc mes amis, ils m'accompagnent au salon du livre et tout, parce qu'ils voulaient voir comment ça se passe, ils voulaient acheter des livres et tout. Et puis, donc quand on vient me dire qu'il y a une voyante derrière, allez la voir parce qu'elle a des messages, là avec mes amis, on se regarde, on fait tiens. Donc j'ai dit, excusez-moi, je vous laisse un quart d'heure, mais il faut absolument, parce que j'attends une réponse. Ils ont dû me prendre pour une folle, les gens qui attendaient. J'ai dit, mais il faut que j'y aille. Donc en plus, c'était qu'une seule voyante, il n'y avait pas du tout de voyante. Elle était cachée derrière, pas loin des toits. Enfin vraiment, un truc n'était pas exposé. C'était bizarre, quoi. Et donc je vais voir, donc elle me dit cette première phrase. Et la deuxième, elle me dit,
ah, il est en train de me dire, enfin, il a compris qu'il était mort. Et j'avais rêvé ça. Et j'ai eu ma réponse. Et là, mes amis, blancs. Wow. Et j'ai dit, waouh. J'ai dit, parce que je pense qu'il a dû avoir du mal aussi à accepter d'être parti. Parce que déjà, avant qu'il nous quitte, moi j'avais l'impression déjà que son âme nous quittait aussi déjà avant, parce que il avait des hallucinations. Oui. Il me croyait morte avec les enfants, donc pour moi il était déjà dans un deuxième monde. Il parlait d'un monsieur aussi, il y avait un homme quelque part. Oui, un homme, et j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, parce que c'est un message qu'il m'a donné. Donc pour moi, il était déjà aussi encore dans une autre dimension, et puis regarde, parce qu'il avait son lit comme ça, puis une grande fenêtre. Ce qui était bien, elle était belle, elle était jolie, bien éclairée, sa chambre, ça c'était important. Et il montre du doigt, il fait ah, et le monsieur là-bas, Olivier et Tom vont l'adorer. Je dis, oh là, et moi je me dis, mon Dieu, j'ai dit, tout de suite j'ai senti qu'il est dans une autre dimension. Ouais, et je me dis, là, il commence à partir, et ça me faisait mal. Et donc je restais avec le sourire, et je dis, ah ben oui chérie, ah oui, il est sympa ce monsieur, il est très sympa. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner aussi. Au moment où ils doivent partir, absolument, ils voient le grand-père au bout du lit, ils voient l'enfant qui était parti avant. Moi-même, j'ai accompagné presque un petit garçon aussi qui est mort d'une leucémie. Et au bout de son lit, il voyait son grand-père. Et il y a beaucoup de témoignages. Il est parti 1 heure après. Voilà, ça montre aussi que les âmes reviennent et que ça existe, que la vie après la mort existe. Ouais, et alors on sent aussi dans ton témoignage, il y a un paradoxe chez toi, Nathalie, c'est que tu as cette force de caractère, tu es une femme de tête, et en même temps, tu es considérablement angoissée par tout. Oui. Tu as peur de beaucoup de choses. Oui. On a le sentiment que, tu vois, tu dis dans ton livre, oh, j'étais angoissée, comment je vais faire pour ça, est-ce que je vais être capable de gérer et la maison et les affaires, et etc., etc. Tu vois, il y a ce paradoxe qu'on trouve chez toi. Oui, mais tu es capable de le soutenir, de l'aider jusqu'au bout, de important. lui dire je suis avec toi. Ouais. Et puis en même temps, d'avoir cette fragilité-là. Ben oui, mais en même temps, il y a la moitié qui me manque, la moitié de mon être. Il m'a arraché la moitié de mon corps, quoi. Donc c'est dur d'avoir 2 enfants. Bon, bien sûr, je ne suis pas la seule. Hein. Là, c'est pire. Hein. C'est des enfants en bas âge. Moi, j'ai de la chance. Enfin, ils ont 20, 21 maintenant. Mais voilà, parce qu'on avait l'habitude de faire tout ensemble. Et moi, de toute façon, j'ai toujours été quelqu'un qui avait un manque de confiance en moi. Mais je suis toujours là pour aider les autres. Ça, c'est primordial pour moi. Donc, c'est comme si qu'on m'a donné des trucs là-haut où je suis sur Terre pour aider les autres. Et je m'oublie. Le problème, c'est que je m'oublie beaucoup. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire, mais j'arrive pas. Et il me fait, mais aime-toi déjà. Et je peux pas dire que je m'aime. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Non, il y a une partie de moi où je m'oublie, je pense qu'aux autres, il faut que ce soit les autres qui soient bien avant moi. Et on me dit, mais c'est pas bien, parce que là-haut, ils veulent pas. Il faut que tu t'aimes, il faut que tu aies ton cœur à toi, il faut que tu penses à toi, il faut que tu fasses des choses pour toi. Lâche prise. Donc, depuis 4 jours, j'essaye, là. 4 jours, ah oui, effectivement, mais c'est dur. C'est tout récent. Ouais, mais j'essaye, parce qu'on n'arrête pas de me le dire. Et c'est pas bien pour mon âme. C'est pas bien pour mon âme parce que j'avais des missions à faire sur Terre et il faut aimer son cœur, il faut aimer son âme. Donc il faut protéger son âme, il faut l'aider. C'est toi qui as choisi ce corps, c'est toi qui as choisi cette vie. Donc c'est à toi de faire attention. Et c'est à toi de... Mais c'est compliqué, c'est un chemin à prendre. C'est sûr. Une image, parce qu'on parle beaucoup des signes, évidemment, et des personnes qui ont ponctué, et on va te faire une petite surprise pour toi. Je vais te montrer une photo de quelqu'un. Alors, pardon, j'ai mis cette photo parce que tu m'as autorisé bien sûr. À les publier. Je te montre un visage que tu connais. Henri Vigneault. Ah oui, ça me fait drôle Henri de voir. Vigneault, et il a un petit message. C'est vrai? Pour toi. Oh, il est trop mignon. Qu'on va écouter. Écoute bien. Il arrive. Bonjour Nathalie, je suis heureux de participer ce jour à travers ce petit message audio enregistré lors de ton interview. Voilà. Et puis, je tenais également à te remercier de m'avoir cité dans ton livre et tout d'abord également t'encourager. T'encourager car tu diffuses aussi un message d'amour et tu transmets également de l'espérance et tu apportes justement cette joie
lors de tes rencontres médiatiques ou alors en dédicaces ou conférences où tu témoignes de ton amour et des signes de ta douce moitié, Jean-Pierre, ta moitié de pomme, comme il a si bien dit. Et s'il te plaît, Nathalie, garde toujours ce très beau sourire, car on ira toujours vers une personne qui sourit. Quant à moi, eh bien, je te fais un gros bisou, je t'embrasse, belle émission, et à très bientôt. Affectueusement, Henri. Oh là là. Henri Vigneault, Oh, célèbre c'est médium. touchant. Ah oui, ça me touche beaucoup. Voilà, Ah, c'était vraiment. un petit clin d'œil qu'il voulait te Ah, faire c'est et que nous gentil. voulions te faire. Pourquoi Henri Vigneault? Pourquoi l'avoir consulté? Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de lui. Mm. Et un truc de dingue, parce que j'arrivais pas à avoir un rendez-vous avec lui. Et j'étais tombée sur sa secrétaire qui est extrêmement gentille. Et je lui ai dit, écoutez, j'aimerais tellement avoir des messages de Jean-Pierre. Elle me dit, mais là, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, mais laissez-moi vos coordonnées. S'il y en a un qui se désiste, je vous appellerai et tout. Et donc, elle n'appelait pas, elle n'appelait pas, elle n'appelait pas. J'essaye de rappeler. Elle me dit, écoutez, je suis désolée, il n'y a toujours rien. Oh, j'étais désespérée, je dis mince. Et puis après, un truc de... Donc, je l'ai laissé un petit peu tomber. Pas tomber, je suis restée dans ma tête, mais... Et puis d'un coup, ça m'est revenu. Et je me dis, j'ai besoin d'avoir des messages de Jean-Pierre, enfin, j'ai besoin de ça. Et j'ai dit, tant pis, j'avais peur de les déranger. J'ai dit, je rappelle. Et je tombe sur Lui sa directement. secrétaire. Ah, sa secrétaire? Non, sur sa secrétaire. Ouais. Elle me dit, mais vous avez une chance inouïe parce qu'il y a une personne qui vient se désister. Est-ce que vous êtes dispo? Je ne sais plus si c'était vendredi ou jeudi. Comme par Ça, je ne hasard. sais plus, comme par hasard. Et c'était le seul jour où j'étais disponible. Donc voilà, c'est dingue. Et là, j'ai pu le voir et ça a été fantastique. Ouais. Fantastique. La pomme? La pomme, bah oui, c'est la moitié. Et puis surtout, c'est quand même, il a pu dire quand même que c'était ma fille qui avait écrit un mot et qui avait mis dans sa poche à mon mari pour mettre dans le Dans le cercueil. cercueil, ouais. Qui va pouvoir... Il y avait beaucoup de monde qui... Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être... Non, ma fille, Lou, qui était très touchée par cette lettre. Le tatouage aussi, que personne ne savait. Voilà. Parce que je disais, oula, Jean-Pierre, il ne va pas aimer parce qu'il déteste ses tatouages. Et il dit, non, non, il est très, très fier, il est content, il est heureux parce que ça fait un Jean-Pierre avec un cœur et l'infini. Et il me dit, non, non, il est très fier, il est très content. Ah non, mais c'était touchant, tout ce qu'il pouvait dire. Ouais. Ça aussi, on ne peut pas inventer. Et qu'après, on me dit que les âmes n'existent pas, c'est pas possible. Ah non, si je conseille, c'est vraiment quelqu'un où on peut avoir confiance, n'est pas un charlatan. Parce qu'il y a tellement de charlatans que plein de gens se font avoir. Et non, non, c'est... Voilà. Autre personnalité médiumnique, c'est Bruno. Oui. Bruno Charvet, qu'on a tous, qu'on produit aussi sur la chaîne, qui va très prochainement au printemps là, faire des conférences. Ah, bah super. Qui est remarquable aussi, Bruno. Tu l'as contacté? Oui, très vite. Très très vite, parce qu'on dit qu'on doit attendre très longtemps avant qu'il parte. Ça aussi, certains disent que non, certains disent que oui. Ouais, et ben moi j'ai voulu essayer, je dis c'est pas grave, ça faisait pas longtemps qu'il était parti et j'ai été le voir et il m'a dit aussi des choses extraordinaires, comme d'habitude, hein. Il est sensationnel. Et puis il m'avait parlé d'un truc de l'alcool et moi j'étais partie dans une mauvaise direction. Et en fin de compte, parce que j'avais fait, pour l'anniversaire, pour les 72 ans de Jean-Pierre, j'avais fait une magnifique cave à vin, sublimissime et tout, pour faire un cadeau à Jean-Pierre. Malheureusement, il n'a jamais pu le voir. Et j'avais dit à Jean-Pierre, avant qu'il fasse son opération, je dis, écoute, tu veux pas savoir ce que je veux t'offrir pour ton anniversaire et tout. Et je lui ai dit à ce moment-là, parce qu'il avait une opération lourde à faire et j'avais peur qu'il parte, donc je voulais qu'il sache. Et il me dit à un moment, oui, mais c'est marrant parce qu'il me parle de l'alcool. Et il est en train de rire et sourire avec l'alcool. Et tout aussi, j'ai pensé à la bière que j'ai mis dans son cercueil aussi. Mais j'ai mis des trucs dans son cercueil parce qu'il aimait bien la bière. Donc j'ai mis une bouteille de bière. Donc j'ai pensé à ça. Et une petite boîte de caviar aussi, non? Oui, oui. Bah oui, la boîte de caviar pour notre dernier anniversaire de fiançailles. Et il n'a pas voulu la manger parce que le lendemain, il se faisait opérer. Et donc, je n'ai pas voulu la manger sans lui. Et j'ai dit, on la mangera ensemble tous les deux là-haut. Donc, je l'ai mis dans son cercueil, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'il en restera, mais on s'en fout. Mais bien sûr, c'est plein de petits signes symboliques. Alors, il y a évidemment des tas de petits signes comme ça, qui sont... incroyable. Il y a des cœurs dans la salle de bain aussi. Et c'est toujours au moment où je me pose la question, hein, quand je vois ces cœurs. C'est au moment où je pose une question que le cœur qui apparaît quand même. C'est ça qui est dingue. C'est pas, je vois un cœur, c'est Jean-Pierre. Non, non. Avant, j'en parle. Ah, c'est ça. Ouais. Ah oui. Donc il y a plein de choses comme ça. Tu parles, moi il y a l'histoire aussi incroyable et quand tu évoques le fait qu'effectivement après son départ, tu as
comme beaucoup de gens peuvent l'imaginer, non seulement la détresse, la tristesse, l'angoisse, et puis tu parles aussi d'argent et tu dis mais comment est-ce que je peux gérer ça ou comment je peux gérer ça? Oui. Et au moment où tu poses cette question, tu vas dans la bibliothèque et il y a un bouquin. Oui. En plus, j'ai au moins 300 à 500 livres dans ma bibliothèque. Il y en a plein. Et ma main est attirée vers un livre. Je prends ce livre, 5 billets de 100 euros. Mais il avait l'habitude de planquer des trucs comme ça. Mais non, mais non, c'est ça qui est bizarre. Même, je pense qu'il a dû oublier de les avoir mis, ou c'est peut-être à un moment, il a dit si jamais mes enfants vont partir en vacances ou en truc, je leur donnerai du liquide. Bon, bien sûr, pas 500 euros aux enfants, mais oui, voilà. Bref, et je suis sûre qu'il a dû oublier, parce qu'on m'en aurait reparlé depuis. Et donc, comment te vient ce feeling-là? Alors, c'était un truc de dingue, parce que donc, justement, comme vous dites, j'avais sa grande photo dans mon salon avec plein de fleurs de gens qui... C'était pas longtemps après sa mort, après son enterrement. Et donc, il y avait plein de fleurs, il y avait plein de bougies que je laissais constamment allumer. Et puis, je lui parle devant ces bougies, devant toutes les fleurs de son public qui avait envoyé à la maison. Et là, je lui parle à Jean-Pierre, je lui dis, écoute, je suis embêtée, comment je vais faire? Les études des enfants, ça coûte cher, j'espère que je vais être à la hauteur, je veux que tu sois fière de moi, ça va être compliqué, c'est difficile, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et puis voilà, donc je pleure et je ne suis pas bien. Et puis donc après je me lève, je vais dans la cuisine, je me fais une petite omelette. Et en cuisant l'omelette, il y a un truc en moi qui me dit, va à la bibliothèque. Alors, puis je dis, bah non, j'ai pas envie d'aller, je me parle toute seule. Dans la cuisine, je dis non, j'ai pas envie d'aller à la bibliothèque, j'ai faim, je fais mon omelette. Va à la bibliothèque. Va. Je dis, oh, ça suffit. Donc j'enlève l'omelette du feu et je vais vers la bibliothèque. Je fais bon, et alors? Et après, moi, je sais pas, je regarde les livres et ma main est attirée vers un livre. Je tire le livre et je fais oh, merci Jean-Pierre. J'y t'en as pas mis ailleurs, j'espère. C'est ce que j'allais dire. Il n'y en a pas dans d'autres bouquins, non? Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est. Oui. Alors, sur le coup, j'ai rigolé, après, j'ai pleuré, ça m'a touchée, quoi. C'est quand même dingue. Depuis son départ, 2022, ça fait ça va faire 2 ans bientôt. Ça va faire 2 ans, puisque c'est 2 mars, là, bien sûr, dans quelques semaines. Est-ce que comment dirais-je, les signes sont toujours présents, ou est-ce que tu sens que les choses, parfois, s'estompent un peu? Il y a des semaines où ça s'estompe, oui. Mais pour l'instant, je suis bien garnie. Encore là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un truc qui n'est pas dans le livre. C'est un truc de dingue. J'avais une interview à faire avec une voyante pour le web, ou je ne sais plus pourquoi c'était. Enfin bref, oui, ça doit être le web. Et elle m'a dit, Jean-Pierre est venu me parler cette nuit et tout, parce qu'il savait qu'on allait se rencontrer et tout. Et elle me dit, m'empêcher de dormir. Donc je lui dis d'arrêter, et puis on fera ça en direct. Tu me parleras en direct et tout. Bon, ok, donc elle me dit ça direct. Mais alors, un truc hallucinant. On était à l'hôtel et on va dans une salle de conférence. On s'installe, on veut commencer l'interview et tout. Et tout était enregistré en plus, parce qu'elle a enregistré l'interview. Et d'un seul coup, il y avait des haut-parleurs au-dessus. Et on entend des gens en haut à l'hôtel, enfin des stars qui s'entraînaient à chanter parce qu'ils allaient faire un concert dans l'après-midi ou je ne sais pas quoi. Et je dis, oh ma mince, ça nous embête parce qu'il était en train de chanter. Je suis, ah ouais, c'est embêtant. Donc on a été demandé pour qu'ils essayent de couper le son. C'était impossible de couper le son. Donc on change de salle, mais on entend toujours la même chose. Et on dit, on va faire avec, tant pis. Et puis d'un coup, on entend la femme qui chante « Pirouette, cacahuète ». Et là, je dis « Ah non, je dis c'est une caméra cachée, c'est dingue. » Je dis « C'est quoi ?» Elle me dit « Mais pourquoi ?» Je dis « Mais ça, avec Jean-Pierre, c'est impressionnant parce que Pirouette, quand Jean-Pierre m'a rencontré, j'avais un chat qui s'appelait Pirouette. Et il me dit « Oh, c'est pas un chouette nom pour le chat, ça serait mieux de l'appeler Titou. » Je fais « Bon, d'accord, après on l'appelait Titou. » Mais, bien sûr, ça fait un moment que j'ai changé le code. On avait un code pour mon alarme à la maison quand on habitait à l'époque à Loussienne, c'était Pirouette cacahuète. Non mais... Ça. Après, la chanson les crococos, les crocodiles. Pourtant, c'est des chansons que tu ne chantes plus. La femme, quand tu l'entends chanter, elle chantait des chansons mais merveilleuses, de Lara Fabian, mais des trucs sublimissimes. Les crocodiles. Je dis, oh, ça c'est Jean-Pierre qui est en train de rire parce que j'ai failli me faire manger par un crocodile. Donc, c'est dément. Ah ouais. Et ça s'est passé il y a une semaine.
Mm. C'est quand même... Ah ouais. C'était avec Lilou, je ne sais plus comment elle s'appelle. Lilou Massé. Voilà, Lilou merci. Massé. Pardon Lilou, pardon Lilou. Lilou Pardon. Massé, ouais. Génial. Et qu'est-ce qu'on a ri. Mais qu'est-ce qu'on a ri. C'était merveilleux. C'est quand même, ouais, c'est vrai que il y a beaucoup, ça passe beaucoup, j'ai l'impression, les signes passent beaucoup aussi par la musique. Hein. Énormément. Énormément, hein, par la musique. Ah, hein. oui, oui. Ouais. Les coups de Johnny dans la voiture, Ah, ça, peu de c'est temps énorme. après le départ. Même je n'ai pas de que avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, parce que j'ai un petit garçon que je pense toujours à lui aussi, qui est parti jeune, qui s'appelle Tom. Et quand je lui parle ou quand je pense à lui, j'ai sa musique. Donc, tu vois, c'est Ouais. quand même dingue. Mm. Mais Jean-Pierre aimait tellement Johnny, là, il en profite. Là. Ouais, c'est clair. Ouais, Et c'est du clair. Piaf aussi. Ouais. Et il y a toutes ces choses, effectivement, on a tous vécu le fait d'être dans un parking souterrain où, effectivement, au bout d'un moment, quand on est au 2e ou 3e captes sous-sol, pas. on capte plus rien. Mais non. Or non. là, oui. Ouais. Bah, je monte, attends, mais je monte dans la voiture et sans que je touche quoi que ce soit, la radio se met en route. Allumer le feu. Non, mais Et attends. Johnny allumait Ouais. le feu. Mais Ouais. Et pourtant, c'est pas notre chanson à nous deux, Allumer le feu, Ouais, c'est c'est pas sa celle-là. chanson à lui. Mm. Moi, c'est plutôt Je te promets Mm. ou que je t'aime. Mm. Mais je sais que c'est lui, il était comme un fou parce qu'on avait été en concert ensemble et il était comme un fou. Là. L'hymne Et- à l'amour aussi, hein, je crois. Ah il y a- oui, ah l'hymne à oui, l'amour. Ah oui, ça. Ouais. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Ouais, exactement. Ouais. Ah oui, oui. C'est beau. Ce livre, c'est un témoignage, mais c'est aussi un accompagnement pour les personnes qui ont besoin aussi de ce réconfort. Oui, mais là, je suis extrêmement contente parce que moi, quand j'écris des livres, c'est pour rendre utile en général. Et je reçois des centaines et des centaines de messages par jour où des gens ils me disent merci beaucoup pour votre livre, ça m'aide énormément. Et là, il y a quoi, 5-6 jours, il y a une dame qui m'envoie un message, elle me dit merci infiniment parce que mon mari, depuis la perte de notre fille, elle est décédée, je crois, à 30 ans, un truc comme ça, mon mari ne s'en remet pas. Et oui. Et il a toujours beaucoup de mal. Depuis qu'il vous a vu à la télévision votre témoignage, il a pris le livre, il a lu le livre, il a de nouveau le sourire. Waouh! Wow. Bah, quand tu vois ça, c'est What else, comme dirait l'autre. c'est un bonheur. Quoi. Ouais, Donc bien sûr. j'ai hâte parce que là, ce week-end, je pars vers Arcachon pour des signatures. Et je suis très contente d'être proche de mon public parce que je sais qu'ils vont beaucoup se confier à moi, que je vais pouvoir j'espère, continuer à leur donner la banane. Et ça, c'était un plaisir monstre. Parfois, et pour terminer, Nathalie, il y a certains médiums qui sont capables de dire ce que font les défunts, quelle est leur mission, ce qu'ils font. Est-ce qu'on t'a dit des choses comme ça sur Jean-Pierre Non. Non. Non, ça m'a jamais dit On encore. entend ça souvent, tu Ouais, sais, dire ouais. bah, il s'occupe d'un tel, il s'occupe Ouais, de ceci, ils ont des s'occupe de missions, ça, ils ouais. ont des missions. Bah, c'est ce que je dis quand des fois ça a pris un petit peu de temps ou pendant 15 jours, j'ai pas de. Je fais à mon Il doit avis. être occupé. Je dis à mon avis, tu dois beaucoup travailler, chérie, parce qu'en ce moment, tu oublies ta femme, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas, prends ton temps. Ouais. C'est important maintenant que je lui dise qu'il prenne son temps. Ouais. Parce qu'il doit faire sa vie là-haut. En m'attendant, bien sûr. Oh, exactement. Vous aviez une passion commune aussi, entre autres, qui était le théâtre. Oui, le théâtre. Le théâtre que vous avez fait en commun. Oui, hein, on a aussi. écrit 2 pièces de théâtre 2 pièces ensemble. de théâtre. Ah, c'était sa grande passion. Il adorait venir me voir et j'étais toujours merveilleuse, fantastique à ses yeux. Alors je dis non, Jean-Pierre, là ce soir je me suis ratée. Il me fait non, t'étais merveilleuse. Ah. Donc c'était toujours touchant. Mm. Il ne ratait ça pour rien au monde. Il pouvait voir la pièce 4, 5, 6, 7, 10 fois. Je dis mais t'en as pas marre. Moi je vois une pièce une fois, 2 fois la rigueur. Mais après j'en ai ras-le-bol, j'ai pas envie. Ah non, lui, non, c'est un plaisir. Et puis, au théâtre, il a raison, au théâtre c'est jamais pareil, ça change tout le temps. Et c'était sa grande passion. Et son rêve, je savais, c'était de monter sur scène avec moi. Et enfin, j'ai pas fini, j'ai encore dans un tiroir avec une amie. On avait commencé à écrire une pièce de théâtre parce qu'on allait le faire jouer dans la pièce. Bon, malheureusement, il est parti et il était chaud pour le il faire. voulait le faire. Ouais. Ah, mais sauf qu'il a dit, tu me donnes pas un trop gros rôle parce que je suis fatiguée. J'ai dit, t'inquiète pas, on va te donner un beau rôle. Et ça parlerait de TF1, enfin un truc, mais en comique. Et bon, malheureusement, il est parti. Mais ça ne veut pas dire que je la sortirai pas un jour. Peut-être pas encore tout de suite, peut-être dans 1 an, 2 ans. La scène octobre 2024 ? Oui, normalement, on rentre en répétition en septembre, momentanément décédé, si c'est pas encore un signe, ça. Quand j'ai vu le titre, Non, je mais me moi suis dit, aussi. Quand j'ai vu le scénario, je fais, mais il pas m'envoie, possible. c'est encore un gag. Je dis, parce que Jean-Pierre, il a vu toutes mes pièces de théâtre, et là, momentanément décédé, et en plus comique, pas un truc triste. Et c'est mon chéri qui est momentanément décédé. Voilà, en attendant que j'arrive. C'est énorme. Ça, c'est quand Bah même oui. incroyable. Bah oui.
Et la pièce, elle me plaît. Je ne l'ai pas prise à cause du titre, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Je ne vais pas prendre une pièce parce que le titre me plaît. Non, non, pas du tout. Il y a une expression qui dit il y a le temps du deuil et il faut faire son deuil. Comment est-ce que tu accueilles cette expression-là? Est-ce qu'elle veut dire quelque chose pour toi? Mais moi, le deuil, je pense que je n'arriverai jamais à le faire. Puis je crois que je n'ai pas envie non plus. Moi, j'ai envie qu'il soit heureux là-haut, mais je veux qu'il soit fier de moi. Donc, moi, je pense toujours pour nous deux. Quand je vais faire un truc, est-ce qu'il serait fier de moi? Il y a une chose qui me manque énormément, c'est quand, par exemple, je fais une émission de télé ou quand je vais te quitter, j'avais toujours l'habitude de l'appeler et de lui dire comment... Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Donc, je parle toute seule. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et moi, ce qui compte maintenant aussi, c'est que je veux voir mes enfants heureux. C'est ça aussi. Est-ce qu'ils vont bien? Pour l'instant, ils me montrent une image qui vont bien. Mais après, je ne suis pas tout le temps avec eux. Mais ils sont très, très forts. Et là, mon fils, malheureusement, est parti à Dubaï. Mais enfin, il revient début juin pour les études. Mais on ne fait pas les enfants pour regarder avec nous. Vous êtes soudés? Oui, très, très, très soudés. Même avec les 2 premiers enfants de Jean-Pierre, pareil. Tous les 4, on est soudés. Avec son ex-femme aussi. Voilà, c'est important. Et bien sûr, c'est très important. Parce que c'est pas parce qu'on a eu une vie avant qu'on doit l'effacer. Bien sûr. C'est ce que j'ai toujours dit à Jean-Pierre. Moi, sûr. ta première famille, ça sera aussi ta priorité comme la mienne. Donc, c'est important. Et c'est de l'intelligence. Allez, une dernière photo pour et te libérer. Qu'est-ce qui te reste de ça? Oh, mon Dieu. Pour terminer sur une note souriante. Je rappelle que tu es à droite. Oui, merci le compliment. Parce que dis donc, on a du mal à me reconnaître. Oh là, la vache. Oh, puis les maillots de bain, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce qui me reste de ça? Moi, ce qui me reste, c'est qu'on a monté une superbe association avec des Miss France, grâce à Sylvie Tellier, les Bonnes Fées. Donc, les Miss France, ça sert à quelque chose, pas que être jolie et voyager dans le monde entier. C'est qu'on aide les gens aussi, et justement, les Bonnes Fées pour le cancer pour les femmes. Donc, je suis très contente d'être dans cette association. Et ça m'a aidé à rencontrer mon Jean-Pierre aussi. Bah oui, bien sûr. Mais de toute façon, même si je n'avais pas été Miss France, notre destin est tracé. On dit que c'est comme des il est venu en rencontres d'âme. Alsace, il est venu en Alsace pour l'élection, c'est le jour 11. Parce que les élections de Miss France, c'est en Alsace, c'est partout en France. Là, c'était en Alsace. Donc, même si je n'avais pas été Miss France, j'aurais peut-être été voir le spectacle et je l'aurais vu, on serait croisés. Et je suis sûre que, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Certaines, on était fait l'un pour l'autre, de toute façon. À l'époque où lui était évidemment très connu, puisqu'il était déjà une star de l'info, tu le regardais? Non, je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui c'était. Ça veut dire que quand il t'approche, tu dis... Madame Fournier m'en avait parlé. Ah oui. Madame Fournier m'en a parlé et tout. Après j'avais regardé les trucs. Mais quand au début, parce que c'était quoi, 1 mois et demi avant l'émission ou 2 mois avant, elle me dit, vous serez assise à côté de Jean-Pierre Pernaut. Donc, je dis, ah bon, vous êtes c'est qui? Elle me dit, non. Je dis, écoutez, excusez-moi, mais moi, j'ai vécu aux Antilles, donc je regardais jamais le 13h. Moi, je regardais le 20h. Jamais le 13h, j'étais jamais à la maison. Donc, oui, vous êtes qui, quoi? Et alors, il paraît que c'est pendant la cérémonie des 7 d'or ou pendant une cérémonie où vous êtes assis l'un à côté de l'autre et où on sent bien qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Ah non, c'est déjà Miss France qu'on a c'était déjà Miss France? Ah oui, oui, oui. C'était Partout déjà où on Miss allait, de France. toute façon, on savait qu'il y avait quelque chose entre nous. C'est magnifique. On n'a rien pu cacher. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci Nathalie, merci infiniment. Je suis très touché. Cet ouvrage m'a profondément impacté parce que voilà, toute la première partie est, elle est très émouvante. Très émouvante. C'est nous, c'est nous, Ouais. c'est notre histoire, c'est nous, c'est voilà, c'est pas les paillettes, c'est... Est-ce je pose toujours, quand il y a de l'autobiographie dans des ouvrages comme ça, je me demande toujours si il a su que tu allais écrire sur votre histoire. Enfin, peut-être pas comme ça, mais lui-même, Oui, il m'avait évidemment dit, pas comme ça, il mais- m'a dit, tu pourras bientôt faire un autre livre. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Et parce que l'autre qu'il avait lu, moi, j'y crois, il l'avait adoré. Ouais. Alors lui qui est très terre à terre, mais il l'avait adoré, et il m'a dit, ouais, il faudrait que tu penses à l'hôpital. Il m'a dit, il faudrait que tu penses à écrire un autre livre. Je dis, bah là, je vois pas encore sur quoi je pourrais. À peut-être rétablir sur des vérités ou sur des choses. Et puis, je dis, pourquoi pas sur des signes? Et c'est là que je lui dis, d'ailleurs, si t'arrive quelque chose, comme à moi, chérie, je dis, en venant à l'hôpital, parce que je ne veux pas lui faire peur quand même, Bien sûr. en venant à l'hôpital, je peux avoir un accident.
Donc, je te ferai des signes. Donc, je lui dis, bah, je te toucherai tes doigts de pied, je te les chatouillerai. Il me fait, ah non, pas les doigts de pied, je suis chatouilleux. Et je dis, bah, toi, par contre, si t'arrive quelque chose, tu me feras des signes. Comme ça, j'aurai de quoi écrire aussi et tout. Il me fait, mais comment tu veux que je fasse? Il me dit, moi, je sais pas faire. Je dis, t'inquiète pas, là-haut, on t'aidera et tu sauras le faire. Waouh. Donc, voilà. Et pour moi, je l'ai écrit avec lui. J'avais l'impression qu'il était à côté de moi. C'est sûr. Mais oui. Merci infiniment, Nathalie. Et merci à toi. Merci à toi parce que toi aussi, tu donnes beaucoup de bonheur grâce à Céline. Et avec Céline, bien sûr, avec Bruno. Avec Bruno, et je les embrasse tous les deux très fort. Absolument. Et les autres aussi. Merci. Merci beaucoup. Nathalie Marquet-Pernot, vous, évidemment. Et tu sais qu'il est numéro 1 sur Amazon? Ouais. Le livre? Ouais, je savais pas. Numéro 1 sur Amazon, j'ai vu ça. C'est trop mignon. Donc, ça prouve qu'effectivement, il y a. Oui, et puis que ça aide les gens, c'est surtout pour les gens. Important. Trop contente. Donc, et c'est mérité. Merci. Merci de ta sincérité, de ton authenticité, et ta niaque aussi. On essaye. On voit bien que c'est cela. À très bientôt, vous commentez, vous partagez. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.